Bonjour à tous, je m'appelle Hélène-Marie Lanoiselet, je suis une des neurologues de l'hôpital d'Orléans et je vais vous faire une présentation qui concerne la migraine dans le cadre de la semaine du cerveau. Donc, à travers cette présentation, je vais aborder différents aspects de la migraine, un peu sous forme de questions et de réponses. Donc, le premier point, c'est la migraine, qu'est-ce que c'est ? Donc, la migraine, c'est une maladie chronique que les patients vont avoir pendant une grande partie de leur vie, qui va évoluer par crise, des crises de douleur, avec entre les crises des espaces qui sont libres de symptômes. Donc, la maladie migraineuse, elle est caractérisée par une céphalée qui est pulsatile. Les patients nous rapportent une sensation de cœur qui bat dans la tête, qui est hémicrânienne, alors tantôt à droite, tantôt à gauche chez les patients. Dans des plus rares cas, ça peut être des deux côtés en même temps, mais vraiment dans la majorité du cas, c'est hémicrânien. Les crises douloureuses vont durer entre 4 et 72 heures si on ne les traite pas. Et elles sont d'une intensité modérée à sévère et elles peuvent être aggravées par l'activité physique. En plus de cette céphalée, on va avoir d'autres symptômes qui font partie des critères diagnostiques de la migraine, qui vont être des nausées, parfois même des vomissements, une photophobie, c'est-à-dire le patient est gêné par la lumière, une phonophobie, les patients sont gênés par le son, et puis souvent une fatigue assez importante aussi. Donc l'ensemble de ce tableau, il permet de poser le diagnostic clinique de la migraine. C'est-à-dire que si on a l'ensemble de ces critères, qui sont les critères diagnostiques, on n'a pas forcément besoin de faire d'examens complémentaires, d'IRM, etc. Mais il faut que le patient ait eu au moins 5 crises similaires qui répondent donc à ces critères de douleur hémilatérale avec photophonophobie ou vomissement. On va distinguer deux types de migraines différents, la migraine sans aura et la migraine avec aura. Alors qu'est-ce que c'est qu'une aura migraineuse? En fait, ça va être un ou plusieurs symptômes neurologiques qui généralement précèdent la céphalée et vont s'étendre sur une durée variant de 5 minutes à 1 heure. Une aura migraineuse est par définition toujours réversible. Et en fait, un même patient peut avoir des migraines avec aura et des migraines sans aura. Rarement, on peut avoir des patients qui ne font que des migraines avec aura, mais souvent, les patients peuvent faire les deux formes de migraine. Alors, les auras peuvent être très variables. Il y a différentes auras qui existent que je vais détailler. Donc là, ce tableau, il montre les critères diagnostiques de la migraine avec aura, entre guillemets, classique. Donc on va avoir des auras qui vont être visuelles, sensitives, etc. Ça, je le détaille après. Et les caractéristiques importantes, c'est que le symptôme dure au moins 5 minutes, mais moins d'1 heure, qu'il est totalement résolutif, et puis qu'il est généralement suivi d'une céphalée migraineuse. Alors, la plus fréquente des auras, c'est l'aura visuelle. Elle est décrite par 90% des patients qui font des migraines avec aura. Et souvent, ce qui survient, c'est la vision de formes lumineuses sur le côté du champ visuel. Des fois, des formes de créneaux, un petit peu comme des fortifications à la Vauban. Et puis, ces formes lumineuses, elles vont se déplacer progressivement, elles vont s'étendre, et puis elles finissent par disparaître. L'aura sensitive est aussi une aura qui est assez fréquente, où en fait les patients vont décrire des sensations de fourmillement qui commencent souvent au niveau de la main et puis vont remonter progressivement le long du bras, parfois s'étendre aussi à la moitié du visage, en particulier au pourtour de la bouche. Et c'est pareil, ça c'est des symptômes qui vont disparaître tout seuls au bout d'1 heure, avec ensuite la survenue de la céphalée. Le troisième type d'aura qui est un petit peu moins fréquent, c'est ce qu'on appelle les auras aphasiques, qui elles vont être caractérisées par un trouble du langage. Alors soit le patient peut avoir un manque du mot, c'est-à-dire qu'il a le mot sur le bout de la langue, il n'arrive pas à le trouver. Soit les patients peuvent avoir des paraphasies, c'est-à-dire qu'ils vont mettre un mot à la place d'un autre. Parfois ils peuvent avoir des troubles de la lecture, des difficultés à comprendre les textes qu'ils lisent, et puis des fois des troubles de la compréhension orale. Là encore, c'est pareil, c'est un symptôme qui est censé s'installer progressivement et régresser au bout d'1 heure. Alors, il y a deux types d'aura qui sont beaucoup plus rares et qu'on ne voit pas dans les migraines avec aura classiques, qui sont alors le déficit moteur. Là, c'est des patients qui ont carrément une paralysie d'un bras ou d'une jambe. Ça se voit dans le cadre des migraines hémiplégiques, qui sont des migraines qui sont assez rares et un petit peu à part. Et puis, des fois, on a des patients qui ont des tableaux beaucoup plus sévères, avec des vertiges, une vision double, des difficultés d'articulation, des difficultés pour coordonner leurs mouvements, parfois même des troubles de vigilance. Ça se voit dans les migraines basilaires, alors qui sont des migraines qui, elles, sont vraiment très très rares, heureusement d'ailleurs, et donc, qui donnent donc ces tableaux un petit peu atypiques. Donc la migraine, ça évolue par crise, donc les crises douloureuses. Entre les crises, il n'y a aucun symptôme. Donc quand on a moins de 15 jours de crise par mois, on va parler de migraine épisodique. Et si le patient a plus de 15 jours de crise de migraine par mois depuis plus de 3 mois, on parle de migraine chronique. Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau quand j'ai une migraine?
Alors, il y a deux mécanismes différents, le mécanisme de la céphalée et le mécanisme de l'aura migraineuse. Le mécanisme de la céphalée, en fait, il est lié à une activation aberrante d'un système qu'on appelle le système trigéminovasculaire. Alors, ce système trigéminovasculaire, en fait, c'est des voies sensitives qui sont issues de la branche ophtalmique d'un nerf qu'on appelle le nerf 5 ou le nerf trijumeau. Ce nerf trijumeau, c'est le nerf qui permet en fait de percevoir les sensations sur la moitié du visage. Et donc ces voies sensitives, elles partent de cette branche ophtalmique du nerf trijumeau et elles vont s'étendre jusqu'aux méninges, qui sont une enveloppe qui entoure le cerveau. Elles s'étendent également au pourtour des artères cérébrales. Et donc, quand ce système s'active de manière aberrante, il y a une libération de neuromédiateurs qui sont algogènes, c'est-à-dire ils favorisent la douleur, donc qui sont la neurokinine A, la substance P et le CGRP. Et donc cette libération de neuromédiateurs, elle entraîne une inflammation neurogène et une dilatation des artères du cerveau. Et c'est ça qui fait mal et qui donne la céphalée migraineuse. Et donc en fait, le problème des patients migraineux, c'est que leur système trigéminovasculaire, il va s'activer un petit peu pour tout et pour rien. S'il y a un changement de rythme, s'il y a un stress, si éventuellement il y a un repas qui est sauté, parfois. Les hormones ont aussi une influence. Donc voilà, c'est un problème d'hypersensibilité de ce système trigéminovasculaire. L'aura migraineuse, elle, a un mécanisme qui est différent, qui s'appelle en fait la dépression corticale envahissante. En fait, c'est une vague de dépolarisation qui va se propager tout le long du cortex. Alors, dans cette dépression corticale envahissante, au départ, on a une hyperexcitabilité des neurones cérébraux, qui est très brève, très intense. Et donc, de manière très brève aussi, le débit sanguin cérébral, il se majore. Ça entraîne une libération massive de potassium et de glutamate. Et puis, par réaction, en fait, les neurones vont s'inactiver et le débit sanguin cérébral va diminuer de façon plus prolongée. Et en fait, c'est cette phase-là qui donne les symptômes de l'aura migraineuse. Et progressivement, ensuite, il y a un retour à la normale. Donc, sur le schéma en haut, on voit, en fait, c'est un cerveau vu de façon latérale. Ici, c'est l'avant, ici, c'est l'arrière. Et ce qu'on voit, c'est la progression de la dépression corticale envahissante qui part de l'arrière du cerveau, qui va avancer progressivement vers l'avant et qui est bloquée en fait par les sillons. Là, c'est le sillon central qui sépare donc, le lobe frontal du lobe pariétal et ça s'arrête là. Et puis donc ici, on a un schéma où on voit l'aura migraineuse. Alors sur ce schéma, on ne figure pas le phénomène très bref d'augmentation du débit sanguin cérébral et d'hyperactivation neuronale, mais donc ensuite, il y a les neurones qui sont moins réactifs, une diminution du débit sanguin cérébral, et ensuite arrive la céphalée migraineuse avec l'augmentation du débit sanguin cérébral, et puis, dans un troisième temps, un retour à la normale. Alors, est-ce que la migraine est une maladie fréquente? Clairement, oui. La prévalence dans les articles est estimée entre 10 et 12% chez l'adulte. En fait, on pense que c'est plutôt proche de 20% et qu'il y a beaucoup de migraineux qui s'ignorent. Il y a une nette prépondérance féminine. Chez les adultes, c'est 3 femmes migraineuses pour 1 homme, ce qui n'est pas le cas pour l'enfant. Chez l'enfant, il y a autant de petits garçons que de petites filles migraineuses, et on estime la prévalence à 5 à 10%, sachant que le tableau de la migraine de l'enfant est un petit peu différent de celle de l'adulte, avec souvent des symptômes digestifs qui sont vraiment plus au premier plan, et les céphalées qui sont un petit peu plus secondaires. La période où on est le plus migraineux, finalement, c'est entre l'âge de 30 et 50 ans. Alors, on a des patients chez qui ça débute beaucoup plus jeune, et puis d'autres chez qui ça débute un peu plus tard. Mais classiquement, 90% des migraines débutent quand même avant l'âge de 40 ans. Et alors, la migraine avec aura pure, c'est une maladie qui est, elle, beaucoup moins fréquente. On estime que c'est chez 9% des femmes et 3 à 4% des hommes. Alors, comment est-ce qu'on va traiter cette maladie migraineuse ? En fait, il y a plusieurs axes de prise en charge. On va avoir un traitement de crise, qui est vraiment apprendre à chaque crise de migraine. Un traitement de fond qui est réservé aux patients qui vont faire vraiment des crises de migraine fréquentes et qui a pour but d'espacer les crises de migraine. Et puis, dans la mesure du possible, il faut essayer de diminuer, voire d'éviter les facteurs aggravants. Ce qui n'est pas toujours évident parce que les facteurs aggravants de la migraine, donc ça peut être un rythme de vie qui est un petit peu irrégulier. Donc ça, des fois, on peut jouer dessus et des fois, on ne peut pas. Il y a des facteurs alimentaires, des fois, le vin blanc, le chocolat sont des grands classiques qui peuvent déclencher des crises de migraine. Et puis, il y a certains facteurs, ce qu'on appelle d'abus médicamenteux, qui peuvent aussi vraiment pérenniser les crises de migraine. Donc le traitement de crise, il est pris à chaque crise de migraine et pour un maximum d'efficacité, il doit être pris dès le début de la crise.
On a des traitements qui ne sont pas spécifiques de la migraine, qui vont être les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc kétoprophène, ibuprofène, etc. Et puis l'aspirine. Et des traitements qui, eux, sont spécifiques de la migraine, qui sont les triptans. Donc les triptans, il y en a pas mal de différents, le zolmitriptan, le sumatriptan, le naratriptan, etc. Et donc les triptans, eux, en fait, ils vont avoir une action de vasoconstriction. Et c'est important de ne pas dépasser les doses prescrites, c'est-à-dire c'est 2 comprimés par 24 heures espacés d'au moins 2 heures. Sinon, il y a un risque de vasoconstriction trop important, donc potentiellement un risque cardiaque. Et les triptans sont contre-indiqués chez les patients qui ont déjà fait un accident vasculaire cérébral ou qui ont déjà fait un infarctus du myocarde, ou alors s'ils ont une hypertension artérielle qui n'est pas bien contrôlée. Le paracétamol est classiquement peu efficace sur les crises de migraine, de même que tout ce qui est antalgique à base de codéine, etc. Souvent, les patients ne sont pas soulagés. Et au contraire, ça peut avoir un effet un peu pernicieux puisque les patients qui vont prendre beaucoup de paracétamol, donc d'une part, ne sont pas soulagés, et deux, ça va entraîner une recrudescence de migraine. C'est ce qu'on appelle la situation d'abus médicamenteux. Donc, on voit chez les patients qui ont au moins 15 jours de prise d'antalgique par mois. Ou ça se voit aussi pour les patients qui prennent des triptans pendant plus de 10 jours par mois, pendant plus de 3 mois. Et là, dans ces situations-là, en fait, on demande au patient de diminuer sa consommation d'antalgique, ce qui n'est pas toujours facile, mais ce qui permet un retour à la normale et souvent de diminuer la fréquence des migraines, puisque c'est vraiment l'abus médicamenteux est un réel facteur aggravant. Pour la migraine avec aura, le traitement de crise, il est globalement le même, c'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes molécules, les anti-inflammatoires, l'aspirine et les triptans. Par contre, le triptan, il sera seulement pris à la fin de l'aura migraineuse et au tout début de la céphalée, alors que les anti-inflammatoires et l'aspirine peuvent être pris dès le début de l'aura migraineuse. Alors, comment est-ce qu'on va définir un bon traitement de crise? C'est quand le patient est soulagé en 2 heures, très souvent quand ça fonctionne bien, ils sont soulagés bien avant 2 heures, qui tolèrent bien le médicament, qu'il y a une seule prise médicamenteuse par crise, c'est-à-dire que le patient n'est pas obligé de prendre ces 2 triptans à chaque fois et qu'il peut revenir à son activité habituelle, son activité professionnelle sans difficulté au bout de 2 heures. Lors de la crise, ce qu'on préconise aussi dans la mesure du possible, parce que ce n'est pas toujours évident, c'est de se reposer au calme, idéalement dans le noir. Le mieux souvent c'est quand les patients arrivent à dormir, à faire une sieste, souvent c'est ça qui les soulage le mieux. Après, certains patients peuvent être soulagés par du café, une prise alimentaire, mais ça c'est très variable et c'est pas toujours suffisant. Et entre les crises, donc, ce qu'on recommande, c'est dans l'idéal un rythme de vie régulier, parce que souvent, en fait, les patients migraineux vont déclencher des crises au début des vacances, au début des week-ends, ou si leurs horaires de travail vont changer, etc. Ça, on sait que c'est des vrais facteurs qui peuvent favoriser la survenue de crises. Et puis, bien sûr, d'éviter l'abus médicamenteux. Alors, le traitement de fond de la migraine, on ne le prescrit pas chez tous les patients. Il est indiqué quand le patient a plus de 8 crises de migraine par mois, depuis plus de 3 mois. Il y a pas mal de traitements de fond différents qui existent. Le plus connu, c'est les bêta-bloquants, mais on a aussi le pizotifène, l'oxétorone. Certains antiépileptiques sont aussi prescrits dans la migraine et certains antidépresseurs sont aussi prescrits, non pas parce qu'on pense qu'il y a une dépression, mais parce que vraiment, ils ont montré une efficacité dans la migraine. Donc c'est une prise qui va être quotidienne pendant plusieurs mois, parce que l'efficacité de ce traitement, on ne pourra l'évaluer finalement qu'après au moins 3 mois de prise. Des fois, on a une amélioration qui est beaucoup plus précoce, mais voilà, on estime qu'il faut les prendre au moins 3 mois. Et l'objectif ne va pas être de supprimer complètement les crises de migraine, parce que ça, malheureusement, on n'y arrive pas, mais au moins de revenir à un nombre de crises de migraine par mois qui est beaucoup plus acceptable pour le patient et qui lui permet de bien fonctionner, quoi. Alors, on a quelques perspectives thérapeutiques qui existent pour la migraine et qui sont vraiment centrées autour du CGRP. Donc le CGRP, je l'ai dit un petit peu plus tôt quand je parlais de la physiopathologie de la migraine, c'est un neuromédiateur qui est algogène et qui est relargué quand il y a de l'activation aberrante du système trigéminovasculaire. Et en fait, donc, il y a 2 types de traitements qui émergent, les guépants et les anticorps monoclonaux qui sont centrés soit sur le CGRP, soit sur les récepteurs du CGRP. Alors, ces molécules se présentent soit sous traitement Peros, soit sous perfusion mensuelle. Elles sont disponibles aux États-Unis, elles ne sont pas encore disponibles en France parce qu'en fait, les modalités de prescription sont encore à l'étude. Alors, y a-t-il un gène de la migraine? Ce qu'on sait, c'est que les antécédents familiaux de migraine sont très fréquents. On les retrouve chez 70% des patients. Très souvent, quand on leur demande « Avez-vous des migraineux dans votre famille ?» Ils nous disent « Oui, oui, mon oncle, ma tante, ma mère. » Et il a été mis en évidence qu'il y a une vraie part génétique pour les migraines sans aura et pour les migraines avec aura, vraisemblablement de manière un petit peu plus importante pour les migraines avec aura.
Après, ce qu'on sait aussi, c'est que la migraine est une maladie qui est multifactorielle et polygénique. Ce qui veut dire que, en fait, certes, il y a une part de l'influence génétique, mais pas que. L'environnement joue aussi un rôle important dans la survenue de la maladie migraineuse. Et aussi qu'en fait, ce n'est pas un seul gène qui est impliqué dans la survenue de la maladie migraineuse, mais c'est probablement plusieurs gènes, un grand nombre même, qui, ensemble, participent au fait d'être migraineux. Hein, donc, voilà, on voit que la migraine, il y a certes des facteurs génétiques qui influent, mais les facteurs environnementaux aussi, ont aussi une influence importante. Alors, il y a un cas particulier qui est complètement différent, c'est celui des migraines hémiplégiques, hein, les migraines que je décrivais un peu plus tôt avec les auras qui en fait se manifestent par un déficit moteur, où en fait souvent c'est des formes familiales, donc on parle de migraines hémiplégiques familiales, qui elles vont être liées à une mutation sur un gène. Donc à partir du moment où on a cette mutation sur un exemplaire de ce gène, on a la maladie. Il y a 3 gènes qui ont été identifiés jusqu'à présent, qui sont CACNA1A, ATP1A2 et SCN1A. Et ça, ce sont des pathologies qui ont une transmission autosomique dominante. Alors, en fait, si on prend ce schéma, donc en rouge, c'est un patient qui a la mutation, en bleu, c'est un sujet qui n'a pas de mutation. On voit qu'en fait, ce patient, il est malade, il a un seul exemplaire de la mutation et ça suffit à avoir la maladie. Et donc, en pratique, dans sa descendance, dans 50% des cas, il ne transmet pas le gène malade, donc ça fait qu'il a 2 enfants qui n'ont pas la maladie. Et dans 50% des cas, il a transmis un exemplaire du gène malade, ce qui veut dire qu'il a 2 enfants qui vont avoir la maladie. Ça, c'est un modèle de transmission autosomique dominante. Après, voilà, c'est un cas de migraine qui est très rare et très particulier, et on n'est absolument pas dans le cas de la migraine la plus fréquente qu'on voit au quotidien. Nos hormones ont-elles une influence sur la migraine ? Clairement, oui. Ça, c'est très net. Ce qu'on sait, c'est qu'en gros, souvent, les patientes nous rapportent que quand elles ont leurs règles, elles vont avoir une crise de migraine. Elles en ont aussi en dehors de ça, mais très souvent. Ça va jusqu'à 56% des patientes qui signalent ça. On sait que jusqu'à la puberté, il y a autant de migraines chez les garçons que chez les filles. Et puis après la puberté, vraiment, ça devient une pathologie à prépondérance féminine. De manière très nette, hein, les femmes sont 3 fois plus touchées que les hommes. Pendant la grossesse, il y a une amélioration, voire même une disparition de la migraine dans 80% des cas. Et en fait, on pense que ce serait lié à la forte imprégnation en oestrogène qu'il y a pendant cette période. Voilà, donc ce qui est une plutôt bonne chose, puisqu'en fait, chez une patiente migraineuse enceinte, on ne peut pas se permettre de prescrire tous les traitements habituels. Certains sont contre-indiqués, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont contre-indiqués de manière très formelle au 3e trimestre de grossesse. Et certains triptans ne sont aussi pas autorisés pendant la grossesse. Et puis à la ménopause, c'est pareil, on voit que les patientes, elles vont avoir une aggravation en périménopause, souvent parce que les cycles sont irréguliers et qu'il y a un vrai yo-yo hormonal qui a lieu à cette période. Et puis ensuite, après la ménopause, ça s'améliore chez 2 tiers des patientes. Mais quand même, la prépondérance féminine, elle reste même après la ménopause. Il y a un cas particulier de migraine qui est très hormonodépendant, qui s'appelle les migraines cataméniales, ou migraines menstruelles. Dans ces migraines-là, ce qui est particulier, c'est que les patientes ont vraiment des crises uniquement pendant leurs règles. Elles n'ont pas de crise en dehors. Donc, on dit que c'est une période qui va de J-2 avant les règles à J+3 des règles. Ça concerne entre 7 et 10% des patientes et ça serait aussi favorisé par la chute des œstrogènes qui survient au moment des règles. C'est important d'identifier ces types de migraines parce que le traitement est spécifique, c'est-à-dire c'est des patientes à qui on va prescrire de l'œstradiol qui sera à prendre 48 heures avant le début de la période douloureuse et à poursuivre pendant 7 jours. Et ça, généralement, ça les soulage bien. Voilà, merci de votre attention.